Nous, vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste de la Russie. Vous avez signé en 2010 Moscou et la naissance d'une nation aux éditions Bartia. Les séparatistes de l'Est viennent de demander le rattachement de la République de Donetsk à la Fédération russe. Est-ce qu'on assiste là à la répétition, trait pour trait, du scénario de la Crimée, ou ça peut se passer différemment ? C'est vraiment très difficile à dire, parce que la Crimée était un cas particulier à l'intérieur de l'Ukraine. C'était une région russe qui avait été cédée à l'Ukraine dans des conditions qui ressemblaient plutôt à une farce en 1954, et que la Russie n'a jamais pensé céder réellement. Ça s'est trouvé historiquement que la Crimée et la Russie ont été séparées, et donc c'est-à-dire qu'il y avait une logique historique au rattachement de la Crimée à Moscou. En revanche, pour Donetsk, pour les régions de l'Est, c'est plus contestable. Absolument, c'est beaucoup plus contestable. Ça peut se passer tout à fait différemment. Je crois que ce qui s'est passé hier, le référendum, qui évidemment n'a aucune légitimité réelle, étant donné qu'il a été organisé pratiquement sur un coin de table, avait pour but essentiellement de démontrer que l'Est de l'Ukraine ne se reconnaît pas dans les autorités de Kiev d'aujourd'hui, dans le gouvernement provisoire, et que l'Est de l'Ukraine aspire à autre chose. Et de ce point de vue-là, la démonstration a été réussie tout simplement parce que ça s'est passé devant les caméras des télévisions internationales qui ont montré à quel point la population de l'Est a participé à ce référendum et était vraiment excédée. Je crois que cela va servir essentiellement... On a montré aussi, que le vote n'était absolument pas régulier en beaucoup d'endroits. Oui, absolument, mais ça, la régularité, la légitimité du référendum est nulle. La régularité et la légalité du référendum sont contestables, et tout dépend des endroits, etc. Mais en général, il est très clair que ce référendum n'en est pas réellement un. Et je crois que tout le monde en est conscient. En revanche, ce qui est important, c'est la mobilisation. Et cette mobilisation, je crois que le gouvernement de Kiev, qui jusqu'à présent se refusait à négocier avec les régions de l'Est, les régions contestataires, le gouvernement de Kiev va être obligé à s'asseoir à une table de négociation avec ces régions. Et surtout, c'est ce que semble demander aujourd'hui la Russie, qui est loin de la position qu'elle avait eue après le référendum de Crimée. Alors effectivement, Moscou déclare ce lundi respecter la volonté des Ukrainiens de l'Est et appelle à un dialogue entre Kiev et les régions séparatistes. Simplement, vis-à-vis de cette demande de rattachement, est-ce que Moscou y a intérêt ? Moscou demande le dialogue aujourd'hui. Quels seraient pour Moscou les avantages et les inconvénients d'un rattachement ? Je crois qu'il y aurait très peu d'avantages et beaucoup d'inconvénients. Le premier inconvénient, ce serait le problème que cela créerait avec la communauté internationale. Là, les relations entre l'Occident et la Russie sont exécrables, pour le dire ainsi, et on est au bord de problèmes encore plus graves. Ce qui serait encore plus difficile à admettre pour la Russie, c'est qu'aujourd'hui, à part l'Occident, à part les pays occidentaux, l'Union européenne, les États-Unis, le reste du monde considère la position russe avec une certaine sympathie. Par exemple, les pays du BRICS, à commencer par la Chine évidemment, ouais. Mais également le Brésil et l'Inde et l'Afrique du Sud sont opposés à toute sanction. Ils ont refusé vertement la timide tentative des Occidentaux d'exclure la Russie du G20. Je crois que si la Russie allait plus loin dans le sens des annexions à tout va, elle perdrait également une partie de ses soutiens internationaux, et ça, ce serait peut-être beaucoup plus dommageable pour la Russie. Donc vous nous dites aujourd'hui que le dialogue est possible, que Moscou est dans une position plus réservée que lors du précédent référendum sur la Crimée. Donc malgré la militarisation progressive de ce conflit, malgré les morts d'Odessa, finalement tout cela pourrait se régler par la discussion. Il n'y a pas d'autre solution. Comment vous voulez que ça se règle par la violence ? On irait où ? On irait à une guerre
civile déclarée, avec la participation de la Russie, qui entraînerait automatiquement une participation concrète, peut-être sous la forme d'une zone d'exclusion aérienne de l'OTAN ou des choses comme cela. Cela irait trop loin. Je crois qu'aujourd'hui, à part la négociation, à part le fait de s'asseoir à une table de négociation, comme à Genève le 17 avril, qui a failli déclencher une véritable désescalade. Et je crois que ce qui s'est passé après le 17 avril, c'est que cette solution soudaine qui est apparue brutalement a pris de court les protagonistes, aussi bien à l'est de l'Ukraine que surtout le gouvernement de Kiev, qui n'a pas fait les gestes nécessaires pour aller vers la désescalade. Par contre, la Russie, depuis un certain temps, semble montrer une volonté de ne pas envenimer le conflit, en particulier le fait que le président Poutine et le président Buchalter, le président suisse, qui est en même temps le président de l'OSCE, se soient mis d'accord sur un calendrier de sortie de crise, lequel calendrier est resté lettre morte à Kiev. Alors vous nous dites, Pierre Laurin, que Moscou veut une sortie de crise désormais. Malgré tout, on sait que les Russes considèrent cet Est ukrainien comme appartenant à leur sphère d'influence. Ça pourrait prendre quelle forme, cette sortie de crise ? Pour les Russes, ce qui les intéresserait, c'est une fédéralisation de l'Ukraine. C'est un constat qui est fait en Russie, mais pas seulement en Russie, c'est que depuis 2005, il n'y a pas eu en Ukraine de gouvernement stable. Il n'y a pas eu de majorité fixe, il n'y a pas eu... ça a été à chaque fois des allers-retours entre l'Ouest pro-européen, l'Est pro-russe, et les deux dernières élections, en 2010, la présidentielle qui a été gagnée par Yanukovych, le parti des régions. En 2012, la législative a été également gagnée par le parti des régions, qui a obtenu une majorité relative. Et soudain, le Maïdan, pour les gens de l'Est et pour les russophones dans toute l'Ukraine, parce qu'il n'y a pas que à l'Est qu'il y a des russophones, c'est une sorte de déni de démocratie dans la mesure où ce gouvernement issu de Maïdan ne les représente pas et surtout ne fait aucun effort pour vouloir les représenter. Et ça, je crois que c'est là que se situe le véritable problème. Donc, une fédéralisation qui permettrait à l'Ouest d'avoir une politique différente de celle de l'Est. Il ne faut pas oublier non plus que l'Est, c'est la partie industrielle de l'Ukraine et que cette partie industrielle dépend pour l'essentiel des débouchés sur la Russie. Mais une Ukraine fédérale avec les différences que vous nous décrivez, avec le tropisme européen de l'Ouest, le tropisme russe de l'Est, ça peut tenir? Je crois que ça peut tenir aussi bien que la Belgique. Je veux souligner que l'élection présidentielle décidée par Kiev est en soi un pas dans la bonne direction, mais elle n'apportera une solution que si tous les citoyens ukrainiens comprennent comment leurs droits seront garantis après ce scrutin présidentiel. Vladimir Poutine, en fin de semaine dernière, évoquant la prochaine présidentielle prévue en Ukraine. Le scrutin est programmé pour le 25 mai, ça va donc venir très vite. Il ne pourra pas se tenir donc dans les régions de l'Est, on le sait aujourd'hui. Est-ce qu'il a encore un sens aujourd'hui, ce scrutin, Pierre Laurin ? Il n'est pas encore dit qu'il ne puisse pas se tenir dans les régions de l'Est. Tout dépend en réalité de la pression que les Occidentaux et la Russie peuvent mettre sur les antagonistes. Si, comme l'Union européenne commence à le faire, il y a des gestes de bonne volonté qui sont exigés du gouvernement de Kiev à l'égard des régions de l'Est, et si parallèlement la Russie met toute sa force pour conduire les autorités autoproclamées de Donetsk et de Lugansk vers la table de négociation, alors il est possible que l'on arrive très vite à une sorte de consensus qui permettrait la tenue de ces élections, mais à la seule condition, bien entendu, que on ne
se tire pas dans les pattes entre la Russie et les Occidentaux, ce qui n'est pas encore garanti. Ce qui n'est pas encore gagné. Alors on pensait au départ que la Russie ferait tout pour s'opposer à ce scrutin. Moscou, on le sait, remet en cause la légitimité du président par intérim de l'Ukraine, Anatoly Turchinov, après le renversement de Viktor Yanukovych. Et puis ces propos de Vladimir Poutine, il y a quelques jours, c'est un pas dans la bonne direction. Quel est le calcul là ? Le président russe parie sur un échec de cette élection qui lui permettrait de la déclarer illégitime ? Quel est le calcul ? Je ne pense pas. De toute façon, là... il est évident que le pouvoir de Kiev est un pouvoir de transition, un pouvoir qui n'a pas de réelle légitimité en dehors d'une légitimité révolutionnaire. C'est un gouvernement provisoire. Normalement, il devrait se contenter d'expédier les affaires courantes et d'organiser l'élection présidentielle. Pour la Russie, ce gouvernement est illégitime puisqu'il a violé pour arriver au pouvoir, les accords qui avaient été signés entre l'opposition et Yanukovych, ainsi que les 3 ministres européens, le 21 février. Cet accord n'a pas été respecté, donc pour la Russie, le gouvernement est illégitime. En revanche, pour avoir des interlocuteurs légitimes, il n'y a qu'une seule solution, c'est les élections. À partir du moment où un président élu arriverait au pouvoir à Kiev, ce que les Russes considèrent comme une clique illégitime, c'est-à-dire ce mélange de représentants de Yulia Tymoshenko, du parti de Yulia Tymoshenko, qui sont le président par intérim, le Premier ministre par intérim, mais avec des personnalités beaucoup moins fréquentables qui appartiennent au parti d'extrême droite Svoboda, ce gouvernement serait obligé de rendre les armes, de se retirer au profit du nouveau président qui établirait de nouvelles élections législatives, qui nommerait un nouveau Premier ministre. Sauf qu'effectivement, dans l'Est, des responsables des séparatistes pro-russes affirment qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle à Donetsk au mois de mai. Donc tout cela reste à voir. Pierre Laurin, on voudrait comprendre malgré tout là-dedans quelle est la logique de Vladimir Poutine, quelle est sa ligne, quel est son objectif réel ? Je crois que son objectif réel, depuis un certain temps, il l'a montré, c'est de défendre les intérêts russes là où ils se trouvent. Je ne pense pas qu'il y ait eu un plan machiavélique des Russes pour regagner la Crimée et peut-être l'Est de l'Ukraine. Je crois que c'est purement conjoncturel et pragmatique. Il s'est trouvé qu'après les événements de Kiev, la Russie a vu la possibilité de reprendre la Crimée et la Russie l'a saisie. Aller plus loin, ça ne servirait à pas grand-chose dans la mesure où ça créerait des complications extraordinaires et d'autant plus que rien que la Crimée, cela va coûter à la Russie au minimum 3 milliards de dollars par an pendant 10 ou 15 ans. Et ça, c'est une estimation basse. Il est possible que ça coûte beaucoup plus cher. Alors imaginons... Mais alors pourquoi l'avoir fait ? Simplement pour démontrer aux Européens qu'ils n'auraient pas dû, en tout cas comme ils l'ont fait, proposer à Kiev cet accord d'association à l'automne dernier ? Non, l'accord d'association à l'automne dernier, ça a été une grave erreur de l'Union européenne parce que, en fait, quel était le calcul de Yanukovych ? Yanukovych pensait que par cet accord, il allait devenir beaucoup plus populaire à l'ouest, là où il ne l'était pas, et en même temps que l'Union européenne allait lui donner les 15 ou 20 milliards d'euros dont l'économie ukrainienne avait besoin. Tant que l'argent était prévisible, tant que Yanukovych pensait que ça allait tomber, il a continué les négociations. Et le jour où l'Union européenne a dit « tout ce que l'on peut faire pour vous, c'est vous prêter 600 millions », ce jour-là, les industriels de l'Est qui pensaient que grâce à la manne européenne, ils allaient pouvoir reconvertir leurs industries qui sont actuellement entièrement tournées vers la défense et vers la Russie. Tout d'un coup, était moins chaud pour cet accord d'association. Et je crois que c'est ça qui s'est passé. Et c'est-à-dire,
l'accord d'association, à la limite, ce n'était pas grave pour la Russie ou pour l'Ukraine, au contraire, c'était très bien, mais simplement, l'accord de libre-échange présentait un danger très grave, tout simplement parce que la Russie dépend en partie pour son armement des usines d'Ukraine, et que soudain, l'Ukraine, à cause de l'accord de libre-échange avec l'Europe occidentale, avec l'Union européenne, des barrières douanières allaient être levées. Vous nous dites qu'il n'y a pas de plan machiavélique de la part de Moscou. Vladimir Poutine a eu simplement l'opportunité de reprendre la Crimée et il l'a fait. Le chef du Kremlin a tout de même convoqué l'histoire très souvent dans ce conflit en se posant comme un rempart contre ce qu'il appelle les fascistes. Les Russes sont perméables à ce discours-là, Pierre Laurent? Oui, bien sûr qu'ils sont très perméables. La seule légitimité que pouvait avoir l'Union soviétique après la Deuxième Guerre mondiale, c'était la victoire sur les nazis. Ensuite, après l'effondrement de l'Union soviétique, la Russie s'est retrouvée orpheline, elle s'est retrouvée reléguée au rang de puissance de second ordre, une humiliation considérable parce que toutes les républiques fédérées sont parties, et la seule chose qui a continué, qui a été maintenue pendant toute la période post-soviétique, c'est-à-dire maintenant depuis 23 ans, ça a été le défilé du 9 mai pour célébrer la victoire contre les nazis. Et soudain, voilà que à Kiev apparaît un pouvoir où des néo-nazis avérés semblent jouer un rôle déterminant. Les Européens ont décidé aujourd'hui de nouvelles sanctions vis-à-vis de Moscou. Les 28 ministres des Affaires étrangères allongent la liste des personnalités visées par une interdiction de visa et un gel des avoirs. 13 personnalités qui s'ajoutent aux 48 déjà annoncées. 2 sociétés de plus. On est toujours donc dans la phase 2 des sanctions de l'Union européenne. Ça n'aura pas plus d'effet que les précédentes. C'est une incompréhension de la part des Européens de répondre par ces sanctions à ce que vous venez de nous dire? Je crois qu'il y a effectivement une incompréhension. On n'a pas très bien saisi en Europe occidentale les enjeux réels de la crise ukrainienne. On est dans la démonstration, en fait, on cherche à punir la Russie et Vladimir Poutine comme on tancerait un gosse qui n'a pas rangé sa chambre. C'est absurde. Poutine, il a très bien mesuré quelles seraient les conséquences de ce qu'il fait. Il les mesure jour après jour. Donc, ce n'est pas comme cela que l'on peut faire reculer la Russie, certainement pas. Merci Pierre Laurent d'avoir participé à cette émission. Journaliste, écrivain, auteur de Moscou et la naissance d'une nation. Décryptage avec le concours de Leslie Carretero et avec ce soir à la technique Mathieu Salabert. Vous nous retrouvez quand vous le voulez sur notre site internet www.rfi.fr. Dans 30 secondes, les dernières infos sur la Radio Mondiale.